Oui. Bonjour Edwina, Bonjour Joël. comment vas-tu aujourd'hui? Bien et toi? Ça va, merci. Bonjour les auditeurs. Bonjour. Allez, c'est parti. Les auditrices. Bonjour les auditrices et les auditeurs, pardon. Alors, le sujet du jour, c'est... Alors, quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on est jeune entrepreneur Non, quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on est entrepreneur et comment les éviter? Ok? Ok. Très bien. Ça y est, on va prendre l'exemple de Paul. Paul est étudiant. Ok. Il est en train de se poser la question, est-ce qu'il ne deviendrait pas entrepreneur? Ok. Et il a plein d'idées en tête. Il voudrait faire, par exemple, de la réparation d'ordinateurs, de la vente de sites internet, ce type de choses. Qu'est-ce qu'il devrait faire déjà dans un premier temps? Alors, la question. Rigoler un bon coup, ouais, c'est bien ça. Mais en réalité, déjà, regarder le marché. Pourquoi? C'est d'accord? De savoir exactement qu'est-ce qui existe sur le marché, est-ce que ça répond bien aux éléments. Quels éléments? Alors, merci beaucoup. Est-ce que ça répond bien aux attentes des clients? Donc, quoi? De réparer des ordinateurs? De réparer des ordinateurs, de faire des sites internet. Il sait pas, il a plusieurs idées en fait. C'est deux choses différentes entre réparer un ordinateur et faire un site internet. Donc il faut savoir ce qu'il veut faire. En fait, je pense qu'il a des appétences dans les deux, voire même dans plusieurs autres choses. Mais il se dit, ok, tant qu'à faire, je veux absolument avoir des clients et me permettre de générer un chiffre d'affaires. Alors, derrière ce je veux absolument avoir des clients, est-ce qu'il n'y a pas une peur? Pourquoi ce absolument? Tout le monde veut des clients. Donc pourquoi ne pas démarrer avec une spécialité que tu vas développer plutôt que de te dire j'ai plein d'idées en tête, je vais toutes les mettre et je verrai qu'est-ce qui marche. Okay. Dans ce cas-là, pour le coup, tu t'épuises sur différents domaines que tu maîtrises ou pas, mais tu t'épuises alors que tu pourrais démarrer par un produit, voir comment ça fonctionne, comment il évolue, et en fonction, ouvrir ta gamme de produits ou de services avec un autre produit ou service. Ok. Je pense, en tout cas, de mon côté, la première erreur à faire, c'est de vouloir tout faire. Ouais, ok, très bien. Ok. Donc là, il essaie directement de trouver sa zone de génie, si j'ai bien compris. Ce que tu veux faire. Oui, zone de génie, oui, pourquoi pas, mais se fixer sur ce qu'il veut vraiment faire. Tu peux aller regarder le marché. Le marché va te donner une bonne indication, mais par rapport au secteur dans lequel il veut être, tout ce qui tourne autour de l'informatique, le matériel informatique, tout ce qui est digital, ça marche. Donc après, c'est en fonction de ce qu'il préfère le plus faire dans un premier temps, ce qu'il maîtrise potentiellement le plus ou autre stratégie, il maîtrise peut-être un peu moins un sujet, mais il veut monter en compétence et l'objectif c'est, en proposant ce service, acquérir de nouvelles compétences, développer cette compétence pour pouvoir, lorsqu'il ouvrira un second produit ou service, avoir déjà une compétence qu'il maîtrise et du coup être beaucoup plus à l'aise sur le développement des autres produits et services. Okay. Mais oui, soit zone de génie ou sortir un peu de ta zone de confort sans prendre trop de risques. Ok. Et ça, sortir de sa zone de confort sans trop prendre de risques, c'est pour moi, ça passe par quel est l'état du marché? Est-ce qu'au final je peux alors c'est pas
je vais utiliser le mot facilement avoir des clients, mais c'est pas le mot qui convient, mais est-ce qu'il y a une vraie demande en face? C'est surtout ça la question. Alors, tu prends le secteur de l'informatique. Est-ce qu'il y a une vraie demande dans le secteur informatique? Pour qui? Comment? C'est ça la question. Alors, est-ce qu'il y a une vraie demande? Oui, il y a une demande. Est-ce que l'ensemble des demandes sont traitées? On ne sait pas. Voilà. Donc là, il faut aller regarder. Mais même si l'ensemble des demandes sont traitées, qui te dit... Enfin, il peut très bien aller prendre une part du marché en, cette fois-ci, ciblant son client, le pour qui, quoi. Le vrai pour qui? Le fameux client idéal. Oui, pour lui, en tout cas. Oui, le client le idéal. Client idéal pour lui, et pas pour le client idéal pour d'autres personnes, mais pour lui en tant que tel. Oui. S'il est spécialisé dans, par exemple, la refonte de systèmes d'exploitation, qu'il se focalise dessus, qu'il aille voir en fait son client idéal. Est-ce que ce sont des particuliers? Est-ce que ce sont des entreprises? Où est-ce qu'il se trouve, son client, et où est-ce qu'il va le récupérer, ce fameux client. Donc ça c'est une des choses que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs négligent le plus souvent, c'est d'aller chercher exactement, mais où est-ce qu'il se trouve vraiment mon client? Où est-ce que je vais le capter? Où est-ce que je vais le capturer pour pouvoir lui proposer mon offre? Ok. Parce que le plus souvent, en fait, ce qui va se passer, c'est que soit tu achètes des locaux. Non, c'est faux. Tu loues des locaux, tu mets ta petite enseigne, mais derrière, quelle est la stratégie derrière pour acquérir vraiment des clients? Je ne sais pas. Tu penses que finalement, juste le bouche à oreille va marcher, sauf que le premier bouche à oreille, qui va le faire? Comment ça, qui tu vas le faire? C'est toi. D'accord, ok, mais qui va vanter tes compétences au final? Même si toi, dans un premier temps, toi, et après, les personnes que... j'aurais plus vu les tontons tatis ou... alors, pour le coup, avant que les tontons tatis parlent de toi, il faut que tu dises à tonton tati, je fais quelque chose en fait. Oui, c'est vrai. Donc, lorsque toi, tu as mis ta première pierre, pouf, il y a d'autres personnes qui arrivent, des petites jonctions. Ah, tati, tonton, marraine, parrain, papa, maman, cousin, cousine, amis et alliés. Non, mais concrètement, c'est toi la première pierre, en fait. Toi la première pierre. Ok, très bien. C'est toi qui poses la première pierre ou qui est la première pierre, comme vous voulez. Tout à fait. Mais oui... regarder le marché, c'est important, mais savoir se positionner sur le marché sans tomber dans le « ah, il y a trop de monde sur ce marché, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça » et se comparer à un tel fait ci, un tel fait ça, j'ai pas envie. C'est pas dire j'ai pas envie d'eux ou... Enfin, non, j'ai pas envie de copier ce que fait un tel ou un tel. Ok. Dans cette étude de marché, mine de rien, ce qui va plus être important, c'est savoir réellement se positionner. Qu'est-ce que tu veux réellement faire? Où est-ce que tu as ta zone de génie? Où est-ce qu'on te reconnaît déjà, mine de rien, que ce soit par tes compétences, soft skills, par tes qualités ou tes compétences métiers, même jeune, même étudiant. Alors, soit tu es déjà dans le domaine de l'informatique et tu veux ouvrir ton entreprise, et ça c'est très bien. Mais tu peux très bien être étudiant dans une autre spécialité et avoir cette affinité pour l'informatique, avoir toujours bidouillé ton ordinateur dans ton coin et au final de dire « Ah, mais j'ai envie de monter mon entreprise dans ce domaine et en parallèle des études que je suis. » Ça, c'est tout à fait possible. On n'a pas à s'enfermer dans des cases parce qu'on a fait des études dans, on doit faire un métier dans. Tout à fait. Ok. Non mais c'est très bien, je suis d'accord.
Deuxième, mais autre erreur en fait que les jeunes entrepreneurs font. Donc tout à l'heure on a parlé en fait du fait de louer un local pour pouvoir en final montrer en fait finalement qu'on est quelque part. Sauf que à part si tu loues un local dans une vraie rue passante ou un endroit bien achalandé et les gens sont prêts à se poser la question mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, etc. En fait le plus souvent ils vont se mettre dans des lieux où au final il n'y a pas trop de passants parce que c'est moins cher, parce que c'est moins éléments. J'aurais tendance à te dire que ça dépend aussi de l'activité que tu vas réaliser. Tu n'as pas nécessairement besoin d'un local pour toutes les activités. Nous sommes entièrement d'accord. Et en fonction de l'activité que tu fais, ça peut être intéressant ou pas d'être dans une rue passante ou pas. Parce que enfin, tu parlais du fait qu'aller se mettre dans une rue pas forcément bien achalandée, voilà, une rue annexe. Je pense que tu allais, enfin je sais pas, hein, mais je pense que tu vas dire que c'était peut-être une erreur de faire ça. Pas spécialement. Pas spécialement ? Non. Ok. Mais dans l'idée, avoir un local, un bureau, ou que sais-je, moi je vois qu'il y a deux pans. Soit tu prends un local vraiment pour séparer tes espaces, que tu veux pas avoir ton local chez toi et du coup hop tu prends un local. Soit tu prends réellement un local stratégique et là l'objectif c'est vraiment que ce soit dans la zone où tes clients passent. Sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt, et quoique, parce que si tu n'es pas dans, on va dire, la bonne rue, ça va juste te demander plus d'efforts pour communiquer sur ton lieu et sur ce que tu fais réellement. Voilà. Alors c'est très bien que tu passes déjà cette transition sur la façon de communiquer si tu n'es pas en tout cas placé sur une rue passante ou même limite que tu as ton service qui est finalement chez toi. Donc, c'est aussi l'occasion, puisque maintenant avec la modernité, on peut se permettre d'avoir finalement son lieu chez soi en fait et avoir quand même des clients et qui sachent que nous sommes ici. Là où je veux en venir par rapport aux rues passantes, je refais la transition vite fait après. J'ai un exemple qui peut parler à tout le monde, bon, même si c'est typique Guadeloupe et c'est pas typique d'Estréland. Par exemple, je cassais souvent mon téléphone. Donc, il y a... Bon. On a un réparateur officiel. Ouais, c'est ça. Ouais, il nous faut la carte. Non, on n'aura plus la carte de fidélité. Non, on n'a pas besoin. On n'en a plus besoin. On a la carte de fidélité. Ouais. Et en fait, je vais les citer de toute façon. Le plus souvent, donc, je vais faire réparer mon téléphone chez Europhone d'Estréland. Et en fait, il n'y a rien qui indique finalement qu'ils réparent des téléphones. Ils vendent des téléphones. Okay. Ils vendent des accessoires de téléphone, ils vendent ce type de choses. Alors, j'avoue, j'ai jamais réellement regardé ce qu'ils faisaient parce D'accord. que j'ai jamais. Ouais, j'y vais quand tu y vas et du coup, j'en profite de temps en temps pour changer le petit verre trempé de protection, mais en fait de temps en temps. Mais c'est vrai que je ne sais pas ce qu'ils font. J'ai vu des trucs qu'ils vendaient. Je sais maintenant qu'ils réparent des téléphones, mais en vrai... C'était pas le cas avant. Non, je connaissais pas Europhone. Okay. Désolée. Très bien. Et donc, tu sais ce qu'ils font. Et donc, je sais ce qu'ils font. Mais pour faire le parallèle, il y a une autre boutique qui fait aussi la réparation de téléphones, qui s'appelle, je crois, GSM Service, qui est en bas. Ok.
Ils sont juste en bas, mais sauf qu'ils sont dans un lieu beaucoup moins passant. Mais par contre, eux, ils ont carrément une devanture où tu as le réparateur qui est devant la devanture. Ça, c'est top. Et tu sais exactement ce qu'ils font. Tu n'as même pas à poser la question, tu sais exactement ce qu'ils font. Ouais. Là, pour le coup, vraiment, la personne qui a pensé à faire cette vitrine. Bon, ça fait un peu personne dans une bulle, dans un zoo. On aurait dit un zoo, mine de rien. Mais, mine de rien... Ça tient directement à l'œil, tu te poses la question. Le côté marketing, là... Le côté marketing, il est très bien fait. Il est dans un emplacement annexe, mais dès que tu passes, tu sais exactement ce qu'ils font et tu es limite, en fait, avec la personne en train de réparer le téléphone, quoi. Parce que tu peux rester devant la vitrine. Tu pourrais rester. Mais tu as autre chose. T'as autre chose à faire. Mais je suis sûr qu'il y a des personnes qui s'intéressent et qui regardent. En fait, non, c'est vrai que ça nous a interpellés de voir une vitrine. Parce qu'avant, il n'y avait personne dedans. Et après, on a vu le monsieur dans la vitrine, là, et on le voit en train de bidouiller. Je me dis, oh, c'est bizarre ça. Et du coup, naturellement, tu viens te rapprocher de l'écran pour savoir ce qu'il fait. Et ouais, franchement, ils ont bien pensé. Bon, on ferait pas ça partout, mais c'est pas mal, c'est bien pensé, c'est marketing. Le marketing, il est là. C'est l'employé qui fait carrément son marketing en faisant son travail. Attention, pour le coup, on ne connaît pas le nom de la boutique, mine de rien. Moi, je pense, et je vais corriger si besoin dans le descriptif en bas de la vidéo, il me semble que c'est GSM Service. Si tu le dis, il me semble que c'est rose. Non. C'est pas rose? C'est rouge, c'est rouge et vert. Ou vert. Il y a vert et bleu. Bref, on va vous mettre les éléments. On a vu que le monsieur dans sa vitrine. Excusez-nous. Donc voilà. Et au final, ma cousine y est allée parce qu'elle savait qu'il y avait quelque chose. Non, elle ne savait pas. Elle ne savait pas, c'est vrai. C'est toi qui lui as dit qu'il y avait le monsieur dans une vitrine qu'on peut regarder. On peut regarder parce que Europhone ne faisait pas le modèle qu'elle avait. Non. En fait, Europhone nous a dit qu'il y avait un réparateur en bas. Qui voulait pas prendre attention. Oui, j'avoue. Bon, désolé, hein. Mais ils n'ont pas voulu prendre le risque de réparer le téléphone qui avait un certain nombre d'antécédents. Voilà. Tout à fait. Ouais. Elle n'est pas ma cousine pour rien, je pense. Pour le coup. Ouais. Donc voilà. Non, mais c'était la petite aparté par rapport à la stratégie. Donc là, c'est une stratégie à part entière de mettre en avant en fait l'action qui est faite. Et il est possible de faire la même chose chez soi avec les réseaux. Ah oui. Ouais. Donc tu pourrais te filmer. En train de réparer des téléphones en live ou des ordinateurs. Oui, pas en fait. Mais l'objectif, c'est toujours de faire en sorte d'avoir cette fameuse devanture. Mais cette devanture, finalement, elle est autrement faite. Et finalement, te faire connaître avec le fait des réseaux pour pouvoir en fait dire que voilà, je répare des téléphones, voilà les conseils que je peux donner. Et là, c'est une autre stratégie qui n'a finalement pas besoin de locaux. Okay. Tu es finalement partout sur le net. Tu es chez toi, mais tu es partout sur le net. Donc, sur toutes les personnes qui vont tomber sur ton réseau social ou tes réseaux sociaux qui permettent de te connaître. Et ta publicité, elle est faite soit de manière organique, soit derrière, tu peux payer aussi pour pouvoir booster finalement cette fameuse communication. Mais du coup, il faut quand même du bon matériel pour filmer. Maintenant, oui. Alors, maintenant... faut du matériel. Après, il ne faut pas non plus avoir 1000 et des cents de matériel. Alors, un bon rapport qualité-prix pour pouvoir bien filmer. Oui, ça nous sommes d'accord. Ça, nous sommes entièrement d'accord. Après, quand tu démarres, tu n'as peut-être pas forcément le budget à louer dans plein d'artifices, accessoires. Mais il y a des minimums à avoir, quoi, quand même. En fait, te dire qu'il y a des minimums à avoir, oui, il y a un certain standing à avoir. Mais même si tu as finalement pas le bon standing,
faut quand même commencer. Oui, il faut commencer. Faut commencer. Et améliorer il faut améliorer au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. Améliorer au fur et à mesure et finalement faire du growth hacking. Donc c'est le fait en fait d'utiliser en fait les revenus pour pouvoir racheter, investir dans l'amélioration en fait continue de ton activité, et ça fait partie, la communication fait partie de ton activité. Et donc là, c'est non négligeable et c'est vraiment intéressant de se faire finalement, c'est investir au fur et à mesure. Au lieu d'investir de ce coup, bim, faut savoir utiliser, faut savoir les process, faut savoir... Non, vaut mieux le faire finalement au fur et à mesure et finalement grimper et limiter. En fait, c'est aussi un élément intéressant et stratégiquement intéressant, c'est que ton client aussi, ton prospect, te voit évoluer au fur et à mesure. Tu vois, et là, c'est non négligeable parce que ça fait un storytelling aussi intéressant. Et finalement, quelqu'un qui te suit au fur et à mesure te voit évoluer. Et ça, c'est juste génial. Ok. Voilà. Donc là, c'était sous forme de stratégie. Stratégie finalement de communication. Okay. Maintenant, si on va sur la stratégie commerciale, le plus souvent, l'erreur que vont faire, on va dire, les jeunes entrepreneurs, c'est de ne pas se mettre dès le départ une stratégie commerciale. Ne pas se focaliser dès le départ, tu l'as dit tout à l'heure, sur un produit, sur un élément, parlant à un type de personne particulier. Et ça, c'est finalement se dire, oui, je vais un peu toucher à tout, je vais un peu toucher un peu tout le monde, je veux avoir tous les clients possibles. Mais en réalité, en fait, on parle à personne. Ça. C'est malheureux, mais en réalité, à part si tu es un cadre, tu es déjà dans le commerce depuis un petit moment, tu sais exactement. Même les cadres, même un cadre, en fait, il sait exactement au final qu'il ne va pas parler de la même manière à ce prospect-là qu'à un autre prospect. Donc au final, le cadre, il maîtrise déjà, même s'il a plus de champ d'action de personnes, excuse-moi. En fait, il maîtrise et il arrive à adapter son discours face à la personne. Mais dès le départ, se focaliser sur un et unique client de rêve et lui parler en permanence jusqu'à trouver les bons mots, les bons éléments et qui fait qu'en fait, il y a une conversion intéressante de ton prospect. Tu voulais dire quelque chose par rapport à ça ou pas? Ok, très bien. No. Ok, pas de souci. Donc là, c'était par rapport à la stratégie. Quel autre élément le plus souvent que... Attends. Vas-y. C'est tout? Par rapport à la stratégie? Ouais, la stratégie commerciale. T'as autre chose de plus intéressant à dire? Non, mais c'est... Oui, pourquoi pas? Non. Non, mais si on doit donner les clés pour pouvoir avancer assez rapidement. Pour moi, c'est les clés pour pouvoir avancer rapidement. Je ne veux pas perdre non plus l'entrepreneur débutant, l'entrepreneur débutant dans le monde entrepreneuriat, dans aussi pléthore d'éléments qui fait finalement que tu ne sais même plus sur quoi te focaliser. Donc je préfère lui donner un élément sur lequel se focaliser et après, en fait, au fur et à mesure de son avancée, de son évolution, il va voir en fait de quoi il aura besoin. Ça va se voir de toute façon. Ça va se voir par lui-même, il va se dire ah, mais là il me manque peut-être un discours commercial. Là il me manque la façon d'acquérir correctement les clients, avoir un process, Non mais ça vient au fur et à mesure. Oui. Au départ, tu vas absolument faire quoi? Trouver ton premier client, trouver tes premiers clients, trouver la bonne offre commerciale qui va faire que le client en fait accepte de payer. Oui. Comment il va payer, etc. Donc ça c'est au fur et à mesure. Oui, mais du coup, enfin, quand tu démarres, au-delà même de juste trouver ton marché, ton client cible, ton client idéal, si tu veux l'appeler comme ça, il y a toute la construction de ton offre à faire, dont le prix, mine de rien, et savoir... Enfin, moi, dans la stratégie commerciale, je mets la stratégie du prix. Parce que concrètement, en fonction du produit ou du service que tu proposes, il faut pouvoir adapter ta stratégie de prix.
savoir dans quel comment dire, dans quel secteur du marché, dans quel secteur du marché tu veux positionner ton prix. Est-ce que c'est du high ticket? Est-ce que tu fais de l'écrémage? Est-ce que tu veux casser les prix? Voilà, qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Ouais. Est-ce que tu l'as fait à la free? Est-ce que et oui, concrètement. Oui, est-ce que tu caches le marché peut-être? Parce que peut-être que en fait la raison dont tu dises en fait à la free, donc c'est en fait je parle de free mobile. La traduction de free c'est gratuit. Donc là non, elle parle vraiment de l'opérateur free qui quand il est venu sur le marché français, il a cassé totalement tous les prix. Ouais. Et là en effet, là la concurrence n'a qu'à bien se tenir et au final faire en sorte aussi d'être à l'équilibre par rapport à ça. Oui, ou sinon est-ce que tu fais comme Apple où tu vises que le haut du panier, vraiment. Enfin voilà, faut savoir aussi comment tu adresses ton prix. Est-ce que tu es OK avec ton prix ou est-ce que tu bégayes à chaque fois que tu dis le prix? Là pour le coup, va revoir ta stratégie parce que... Non mais ça ne me choque pas. Hein. En fait, quand tu es débutant, ça ne me choque pas que tu aies limite un prix aléatoire. Que tu et limite un prix aléatoire. Un prix aléatoire? Alors, je corrige ce que je suis en train de dire. Alors, au départ, tu ne sais pas en fait sur quoi tabler. Normalement, si tu as bien fait ton exercice, tu sais à peu près sur quel prix tabler par rapport à ce qui existe sur le marché. Si tu n'as pas fait correctement tes devoirs, on va te demander d'aller refaire tes devoirs. Mais en réalité, quelqu'un qui ne sait pas comment bien évaluer son prix, comment bien évaluer sa valeur, au départ, il va te dire des prix aléatoires, c'est d'accord? Non, ouais. Ouais, ok. C'est pas une bonne manière de faire. On va pas vous le conseiller de le faire, mais ça arrive le plus souvent qu'il le fasse. Donc, c'est en effet une erreur. Oui. C'est une vraie erreur. Oui, concrètement. C'est une vraie erreur de débutant. Oui. Ok. Mais cette erreur a comme avantage, l'un des avantages, je trouve, de cette erreur, c'est de savoir exactement mais à quel prix finalement le client a accepté d'aller. Ça dépend. Parce que si dans ton erreur de prix, tu penses que la valeur de ton service vaut... Allez, on va partir sur vaut 400 euros. Que toi, tu trouves que c'est un produit, que c'est un service vraiment à étiquette, c'est magnifique. Bon, alors, ça ne correspond pas réellement à du high ticket, mais la personne pense... Non, peut-être pas, hein. Attends, ça dépend. En fait, est-ce que tu peux mettre plus de contexte? Est-ce qu'on est toujours dans la réparation de Non, PC? on n'est pas sur de la réparation de PC. Okay. On est... Ouais, mais juste un peu de contexte pour qu'on puisse imaginer en fait dans quel cadre. Tu es dans le domaine du bien-être et tu veux proposer une expérience inoubliable à tes clients. Ok, d'accord. Tu considères que ta proposition de valeur est tellement haute, tu es dans le haut de gamme et tu veux proposer ta prestation on va dire de 2 heures à 400 euros. D'accord. Et tu te dis, voilà, c'est... Et même 400 euros, c'est bas. Mais tu vas tester avec 400 euros. Ouais. Et au final, en fait, quand tu te confrontes au client, il trouve ton concept très joli, l'expérience assez intéressante. Et quand tu annonces le prix, il y a cette friction et te disant, tout ça pour que ça? Alors que toi, tu vois toute la logistique que tu as à faire, ta communication, les achats que tu as faits qui sont plutôt de produits de qualité. Tu veux amener de la qualité, mais on te dit que c'est trop cher. Quoi? Tu vas le baisser à 200, 250 et si une autre personne te dit que c'est trop cher, tu vas le baisser à 100 euros.
tu fais quoi en fait? Tu n'as pas ciblé ton client. Ah, donc voilà. Donc quand tu dis oui, ça te permet de savoir jusqu'où le client peut aller, mais ça dépend de qui est le client en fait. Parce que on est dans un monde où on aime bien le beau, on aime bien aussi ne pas avoir à faire les choses, mais parfois tu te dis mais c'est que ça et je vais payer tout ça. Donc quand tu es dans ce cas de figure, est-ce que, enfin, là ça te pose une décision. Est-ce que tu revois le positionnement de ton client, enfin de ta cible? Est-ce que tu as la bonne cible ou est-ce que tu revois réellement le prix? Parce que concrètement, les gens ils vont avoir tendance à changer le prix et à se dire celui-là m'a dit que c'était trop cher, je vais baisser le prix. Celui-là m'a dit tu as baissé beaucoup, ça vaut beaucoup plus. Donc tu vas le remonter. Et en fait, tu vas faire un yo-yo-yo-yo comme ça parce que du coup, tu changes de prix, parce que un tel ou un tel t'a dit c'est trop cher, c'est pas assez cher, tu es limite. Et du coup, dans le limite, soit tu vas baisser, soit tu vas augmenter. Alors que si tu te consacres réellement à qu'est-ce que toi tu veux réellement, est-ce que ça rentre dans tes charges? Est-ce que tu rentres vraiment dans tes charges pour gagner de l'argent? Oui, est-ce que tu es est-ce que tu es au moins flat? Est-ce que tu génères quand même des bénéfices à faire cette prestation? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est réellement le prix sur lequel tu dois avoir des actions ou est-ce que c'est sur ta cible? Et là, en fait, c'est pour ça que définir sa stratégie dès le départ, savoir qui est ton client, c'est mine de rien la base des bases. On va te dire oui, ne va pas chercher le client de rêve, le client idéal, patati patata. Mais en fait, ça dépend de ce que tu vas aller mettre derrière le terme. Enfin, quels sont les allez, on va dire. Quels sont les exercices, quels sont les outils que tu vas utiliser pour définir ton client idéal? Et en fonction de ces outils, en fonction de ta façon de faire pour définir ton client idéal, soit réellement c'est du bullshit et du coup t'as mal ciblé ton client, soit c'est du concret et là en fait t'as plus de questions à te poser, à savoir est-ce que j'augmente ou pas le prix, ou si tu te poses réellement ces questions, enfin va le chercher au fond de toi, c'est plus une question qui te concerne en tant que tel que réellement le client, parce que si tu as réussi à attirer du monde, à commencer à vendre et que tu as encore du mal à parler de ton prix, à énoncer ton prix, à bégayer, à le dire doucement ou autre, va faire un travail sur toi là. C'est plus tant la cible ou le produit en tant que tel, produit ou service, mais c'est réellement toi. Et il y a aussi un certain nombre de prises de conscience à faire, un certain nombre un travail à faire sur soi pour savoir, ok, c'est quoi le problème? Les clients, ils achètent, ils en veulent encore, et moi, je suis pas ok avec le prix. Pourquoi t'es pas ok avec le prix? On va couper, enfin on va s'arrêter, ne serait-ce que là parce que pour le coup on pourrait aller... on pourrait questionner... on pourrait aller questionner plus loin. Mais voilà, donc stratégie commerciale, il faut pousser quoi, c'est pas... Enfin faut pas faire ce type de définition juste pour dire qu'on l'a fait. Parce que dans tous les cas, si c'est pas bien fait, tu auras à le refaire. Tout à fait. Ouais. Et ça te coûtera peut-être... Enfin, quoique. Ça te permettra d'apprendre... Exactement, merci beaucoup. Merci. De tes erreurs. Exact. Oui, et tu feras mieux la prochaine fois. Exact. Ça, c'est top. Il n'y a que des leçons dans la vie. Oui. Soit tu gagnes, soit c'est une leçon. Simple. Pour un peu illustrer les différents propos d'Edwina sur le fait d'avoir un service, est-ce que ça correspond au client ou est-ce que c'est le service ou est-ce que c'est le produit qui ne va pas,
regardons juste le domaine de la voiture. Ok, on a un concessionnaire, il y a Peugeot comme concessionnaire et il y a Mercedes comme concessionnaire. Ok. Ok, ils ont chacun leur client idéal. C'est d'accord? Oui. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a plus de Peugeot sur la route que de Mercedes ou l'inverse? Alors, je vois beaucoup plus de Peugeot que de Mercedes. Ok, très bien. Et est-ce que... Alors, en Guadeloupe? Peu importe. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Ok. France, Trinidad, Visiblement... Barbade. Non, j'abuse un peu. Peut-être pas les îles anglophones parce qu'ils n'ont peut-être pas les marques nationales que nous. Mais en réalité, Mercedes, lui, on va dire, ils ont une voiture à 60 000 euros. Ok. Peugeot a une voiture à 15 000 euros, 15-20 000 euros. Ok. Ah ouais? Très bien. Ouais. Une petite Peugeot 208, c'est le prix, hein, 20 000 euros, tu y es dedans. Hein. Ok. Voilà. Et est-ce que pour autant, quand le client qui habituellement va chez Peugeot, va chez Mercedes, va dire « Ah, mais c'est trop cher, baissez le prix ». Est-ce que tu penses vraiment que, en fait, finalement, que le concessionnaire va baisser le prix parce que le gars, il est venu... Alors, pour le coup, le concessionnaire, il s'en fout. Ah, c'est d'accord. Soit tu Donc, achètes, il soit tu n'achètes pas. Donc, il sait quel est son client cible. Donc, le gars qui va acheter du Peugeot n'est pas son client cible et vice-versa. Bon, on parle d'employé, mais Non, oui. D'employé, non. On parle directement, le propriétaire il vient d'ouvrir sa concession, c'est lui-même qui fait son... Oui, mais le gars, il va pas commerce, baisser le prix de la ben, Mercedes ou de la Peugeot parce que tu lui dis que c'est trop cher. Donc voilà. Au contraire, il va te dire, bon ben, peut-être que tu peux aller en face, traverser la route, tu vas trouver un autre concessionnaire qui sera... non, pardon. Non, tu traverses la route et parfois, juste à côté, tu as un autre concessionnaire. Ah, t'as pas un job en face, non? Non. Pardon. Okay. Tu peux avoir un tu job. Peux aussi avoir un job. Okay. S'ils ont du coup une pancarte, une affiche qui te dit qu'ils recherchent, mais en soi, en général, à côté d'une concession automobile, tu en as une autre. C'est vrai. Donc concrètement, tu vas aller regarder ailleurs et voir si le prix te convient. C'est comme quand tu es en métropole, à côté de McDo, tu as un Burger King. Eh ben, t'as vu? KFC. Oui, c'est exactement ça. Les concurrents se regroupent au même endroit. Et ça fait plus finalement de clients qui viennent en fait dans la zone. Oui. C'est pas parce qu'il y a un McDo qui s'est ouvert et à côté tu as Quick. Bon, Quick n'existe plus. Bon, d'accord. Burger King, KFC, et je ne sais pas, j'en passe les autres films, Tacos, Légende, etc. En réalité, en fait, plus tu auras d'achalandage, plus tu auras de marchandises, de marchands de produits, de services, et plus en fait tu auras de personnes qui viendront dans la zone pour pouvoir consommer. Et donc finalement aujourd'hui ils vont peut-être pas faire Burger King, ils vont faire peut-être McDo, mais le lendemain, le mois prochain, ils vont faire KFC ou ils vont faire... tout dépend de la fréquence dans laquelle vous allez avoir ce type de commerce. Voilà, pour rester là. Ok. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour illustrer ce fameux client idéal par rapport au service, par rapport à... Pourtant, en voiture, ça permet d'aller d'un point A à un point B. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Ok. Pas de fait, mais what? Ok. Encore un autre élément, je trouve en fait que pour moi, les jeunes entrepreneurs ne mettent pas assez l'accent dessus, c'est le Google My Business. Ok. Le Google My Business, c'est une porte d'entrée assez intéressante parce que on ne vous connaît pas, on ne sait pas en fait ce que vous faites, mais le fait de le référencer sur Google, Google My Business, en fait finalement une simple recherche, on va reprendre l'exemple de l'informatique, réparateur smartphone ou réparateur informatique ou réparateur de PC, bim, on tombe sur toi parce que tu es à proximité de Monsieur Trucmuche qui est en train de rechercher un réparateur. Et hop, ça fait que
on ne te connaît pas. Tu es peut-être le voisin de la personne, mais vous ne connaissez pas exactement le voisin, ce qu'il fait exactement. Mais sur Google My Business, directement, Monsieur Albert sait que vous réparez et vous contacte pour nous dire écoutez, voilà, j'ai un téléphone à réparer ou j'ai un Mac à réparer, j'ai un PC à réparer. Est-ce que vous pouvez me réparer ça ou pas? Et ça, c'est non négligeable avec Google My Business. Ok. Merci. Rien. Ok, d'accord. Très bien. Une autre erreur que les jeunes entrepreneurs font, toujours sur Google My Business, ça a été bien en fait de mettre en place cet élément, mais le fait de ne pas demander d'avis, non, il faut parce qu'en fait c'est un caractère social non négligeable, la demande d'avis à ton client, de laisser que ton client laisse son avis. Ouais. Non, tu n'es pas d'accord avec ça? Ça contribue, mais c'est pas une fin en soi. Alors, je suis d'accord que c'est pas une fin en soi. Me concernant, je préfère me faire mon avis par moi-même. Oui. Mais Après, tu sais que tu n'es pas la seule. Oui. Et c'est pour ça que en fait, quand les gens voient qu'il y a une queue à un restaurant, qu'ils vont eux-mêmes faire la queue, alors qu'il y a plusieurs autres restaurants à côté. Alors, qui vont peut-être la même chose, mais sauf que ils savent que socialement, s'il y a plusieurs personnes, tu arrives dans un endroit. Non, mais attends. Vas-y. J'arrive dans un endroit. Tu arrive dans un endroit. Il y a de la Tu queue. ne connais pas. Non, écoute-moi. Tu arrives dans un lieu, tu fais un voyage à Séoul. Voilà, bim, à Séoul, en Corée du Sud. Tu arrives dans un endroit à Séoul et tu as plein de restaurants dans lesquels tu vas aller. Dans ce lieu où il y a de la queue, où tu sais finalement. Mais je vais regarder la carte en fait, voir qu'est-ce qu'il y a dans les différents restaurants. Si ce sont les mêmes restaurants, ils font la même chose, tous. Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'avoue que je n'aime pas trop faire la queue. Non, mais avouons-le. Mais personne n'aime faire la queue. Personne n'aime faire la queue. Pourquoi vous irez tous dans le même restaurant? Parce Essayons que de tester. C'est un gage social que ça a l'air bon. Non. Alors. C'est un gage social. Sans citer de nom. Ouais, vas-y. On avait eu à aller manger avec des amis dans un restaurant. Il y avait énormément de queues. Ouais. On a dit, c'est bon en fait, c'est un restaurant, on va changer de restaurant. Ouais, tout à fait. Sauf, même si tu avais envie de manger du poulet, tu vas manger des frites. En fait, tu vas manger du poisson. Je sais pas, mais non, en fait, non. Okay. Autant, alors. Et ça nous a permis de découvrir surtout que c'était meilleur que toi. Ça nous a permis de découvrir un autre restaurant qui visiblement était meilleur de notre point de vue. Ouais, mais concrètement, en fait, non. Me concernant, je n'aime pas faire de la queue pour manger. Non. Autant de l'administration, tu es obligé de... Et quoique... Parce que j'essaie le plus que possible de faire mes démarches en ligne. Donc, si c'est vraiment pas possible, j'irai faire la queue. Mais concrètement, vous m'avez perdu. Hein. Ne m'attendez pas dans une queue. C'est vrai. Si je fais la queue, c'est vraiment que je n'ai pas. Non. Pas le choix. Je n'ai pas d'autre choix que de faire la queue. Okay. Comme pour comment ça s'appelle ce truc-là? La Guadeloupe danse avec les stars. Mine de rien, j'ai dû faire la queue. Mais si ce n'était que moi, non en fait. Et si j'avais été prévenue plus tôt, j'aurais fait en sorte d'arriver à l'ouverture. Ben oui, pour ne pas avoir à faire la queue et pas me retrouver avec toutes les personnes qui arrivent. Soit tu arrives à l'ouverture, soit tu arrives à la fin. Non, plutôt à l'ouverture pour avoir une place. Ma place était gardée, mais ouais, en fonction stratégiquement, soit tu arrives au début, soit tu arrives à la fin. Mais la plupart des gens arrivent tout le temps à la fin pour se dire, il y aura moins de queue. Et donc, ça fait embouteillage. Alors que si tu arrives en avance,
Plutôt. Mais pour le coup. Bon, voilà, c'était une divergence qu'on a faite. Discrétion, c'est ça? Oui, discrétion. Digression, excusez-nous. Très bien. Joël? Mais pardon. Il y a des gens qui s'oublient. Sur ce, on vous souhaite une très belle journée et on vous dit à bientôt À la dans semaine un prochaine. prochain épisode. Salut.